il a investi dans une société qui fait de l'acide lévuliниque et c'est devenu une des plus grosses fortunes françaises. Investissement mensuel, alors là je pense que c'est un record, c'est même sûr, c'est un record, tout un record là sur ce profil. Investissement mensuel, 80 000 € par mois, monstrueux. Voilà, on me dit souvent, mais est-ce que les frais c'est vraiment si important que ça? Je veux dire là, c'est même pas que c'est important, c'est que c'est catastrophique. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène voir un profil exceptionnel puisqu'il s'agit d'un joueur de football professionnel qui a joué en équipe de France. C'est parti. Je vous l'avais dit, joueur de foot pro ayant évolué en équipe de France avec un patrimoine brut de 8,7 millions d'euros. Très très gros patrimoine pour notre joueur de foot pro qui est donc utilisateur Finari comme vous et moi. Du coup, qu'est-ce qu'il a en patrimoine? 5,3 millions d'euros d'immobilier. On va aller voir si il a une énorme villa à, je sais pas où, à Dubaï, ou alors s'il a plutôt fait du locatif. 2,8 millions d'euros en actions et en fonds. Pas mal d'autres actifs, du cash. Bref, plein de choses à regarder. Profil, footballeur professionnel, âgé d'une trentaine d'années. J'ai dédié ma vie au football. Après un passage dans le centre de formation et des années de travail, j'ai signé dans un grand club français. Je suis passé par plusieurs clubs et je joue désormais dans un grand championnat européen. J'ai aussi été appelé en sélection nationale, l'un de mes plus beaux souvenirs. C'est déjà énorme. Je sais pas combien de joueurs ont été appelés en sélection nationale puis on va dire la création de la fédération française, mais ça doit se compter en milliers peut-être, donc c'est vraiment extrêmement rare. Déjà, c'est extrêmement dur de devenir un pro, mais en plus d'arriver à ce niveau-là, vraiment très rare. Aujourd'hui, je gagne 2,2 millions d'euros nets par an, donc forcément un salaire énorme. On va regarder si les salaires en Ligue 1 sont... où est-ce qu'ils se situent, mais c'est vrai que c'est extrêmement élevé. Mais bon, c'est normal, je pense que ça ne surprend personne, les footballeurs sont bien payés. Sauf blessure, il devrait me rester encore 3 ans à haut niveau. J'envisage d'aller terminer ma carrière en Arabie Saoudite. Je pourrais être payé plus de 6 millions d'euros net. C'est pas intéressant sportivement, mais très lucratif. Les Saoudiens pourraient décider de stopper les salaires mirobolants bientôt. J'hésite à en profiter et sacrifier de belles années. Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais Ronaldo a signé, Cristiano Ronaldo, donc pas le vrai, l'autre, a signé en Arabie Saoudite pour... je sais plus, je crois que c'était plus de 100 millions d'euros par an de salaire. Benzema y allait aussi. Il y a pas mal de joueurs qui y vont parce que on leur fait des ponts d'or en fait. Donc on peut comprendre que on se pose la question légitimement. Là, il peut tripler son salaire pour aller jouer dans un championnat qui est bien moins compétitif et donc beaucoup plus tranquille, quoi. Donc je comprends forcément. D'ailleurs, on a regardé les salaires en Ligue 1 et là, on voit que ça dépend forcément des clubs. Alors vous avez le PSG qui est très loin devant avec, je pense, Mbappé et d'autres stars qui viennent complètement fausser les classements. Il faudrait plutôt regarder le salaire médian, pas le salaire moyen ici. Mais si on prend un club, on va dire un peu normal, on prend le RC Lens ou le LOSC au hasard. On est à 93 000 euros par mois. Je ne sais pas si c'est du brut ou du net. Je dirais que c'est brut. Donc on est quand même assez loin de ce que gagne ici notre joueur. Lui, il est plutôt très bien loti et il serait au niveau de un peu entre l'OL et l'OM, quoi. Encore une fois, il faudrait plutôt regarder le salaire médian ici plutôt que le salaire moyen. En tout cas, il est clairement dans le haut du panier, mais il peut encore faire x3 s'il va jouer en Arabie Saoudite avec Ronaldo. Mon train de vie est plutôt normal, je passe du temps en famille et je ne suis pas un flambeur. Mes plus grosses dépenses sont mon loyer et l'assurance pour mes jambes, 15 000 euros par mois. Si je me blesse plus de 6 semaines, je ne suis plus payé par mon club. Alors ça, c'est incroyable, je pense. On a tous des assurances, habitation. Moi, j'ai une assurance pour mes biens locatifs, je pense que je paye 20 euros par mois. Là, il a une assurance de 15 000 euros par mois, parce que forcément, s'il se blesse, en fait, au bout d'un certain temps, il fait une croix sur, en gros, 185 000 euros nets par mois. Donc ça vaut le coup de s'assurer. On est allé voir, tout le monde en fait s'assure. C'est assez commun de faire ça. On a regardé ici par exemple les jambes de Ronaldo avaient été assurées pour 103 millions d'euros, celle de Messi pour 50 millions d'euros. Il y a aussi Iker Casillas qui avait assuré ses mains pour 7,5 millions d'euros. Je sais pas si vous vous souvenez d'Iker Casillas qui était le gardien du Real de Madrid. Finalement c'est leur outil de travail, mais c'est pas les seuls en fait. Il y a aussi d'autres gens. Il y a Taylor Swift qui a assuré ses jambes pour 40 millions de dollars. Il y a quoi d'autre? Il y a Maria Carey qui avait assuré son corps pour 1 milliard de dollars. Bon, après, quelle est la part on va dire de show dans cette histoire? Finalement, c'est assez normal. David Beckham, Alonso, qui avait assuré ses pouces. Ça, c'est incroyable. Les pouces d'Alonso, 14 millions de dollars. Bref, vous l'aurez compris, en gros, les sportifs, ils assurent leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est leur corps. S'ils se blessent, en gros, ils peuvent plus travailler. Et donc, forcément, c'est un monde impitoyable, le sport. Et donc, on passe très vite à la trappe. Donc là, ils payent
paye 15 000 € par mois, je pense que c'est un bon investissement pour lui. Il reste encore quelques années à tirer, donc il faut maximiser. Un conseiller financier, mon agent, m'aide à préparer l'après-football depuis que j'ai 22 ans. Donc là, ça doit faire à peu près une dizaine d'années qu'il est conseiller, ce qui est plutôt bien. C'est une carrière assez longue déjà, 10 ans à ce niveau-là, c'est assez rare. Nous ne sommes pas du tout accompagnés sur ça par nos clubs et la plupart de mes coéquipiers n'y connaissent rien. Dites-vous qu'une carrière de footballeur pro dure en moyenne 6 ans. Il faut investir dès que possible. Donc effectivement, c'est plutôt bien vu. Je pense que les footballeurs sont souvent perçus comme des flambeurs qui font n'importe quoi, qui sont un peu débiles. Ici, on a un contre-exemple de quelqu'un qui prend les choses en main, qui a l'air très posé et qui a investi. Donc on va voir spécifiquement dans quoi il a investi. Objectif, préparer l'après-football en vivant des loyers générés par mes appartements. Ok, donc il nous dit déjà que c'est des appartements locatifs et de mes placements en bourse. Je souhaite me reconvertir dans un métier qui me plaît. Je prévois aussi de lancer une académie de football. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait de prendre sa retraite, enfin de pouvoir vivre une fois qu'on arrête le football. Je pense que là, pour lui, ça va être assez simple, hein, surtout s'il va en Arabie Saoudite et qu'il gagne 6 millions d'euros net par an. Mais il faut aussi faire quelque chose de sa vie. On va pas attendre 60 ans à rien faire, regarder par la fenêtre. Donc forcément, c'est important aussi de trouver des activités qui plaisent. On a été allé voir des reconversions qui ont cartonné et il y a celle de Mathieu Flamini. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Mathieu Flamini qui a joué à Marseille, mais surtout à Arsenal. Il était absolument mythique. Il a investi dans une société qui fait de l'acide lévulinique. Donc c'est très spécifique et c'est devenu une des plus grosses fortunes françaises. C'est assez étonnant. C'est grâce à un investissement dans une start-up de chimie, il a vraiment fait fortune et il a gagné beaucoup plus qu'il a gagné dans sa carrière alors qu'il était déjà extrêmement aisé. Donc ça, c'est une reconversion plutôt très réussie, mais bon, on voit souvent des sportifs qui font consultants à la télé, qui deviennent coach aussi, qui ouvrent des restos. J'avais vu des histoires de gens qui avaient ouvert des restaurants, des McDo, etc. Il faut juste trouver chaussure à son pied. Ce qui est sûr, c'est qu'un joueur de foot professionnel, il est connu, il dispose quand même d'une image, et il dispose d'un capital. Donc franchement, il sait aussi que sa carrière va s'arrêter. Donc lui, il le sait très bien, parce que ça fait depuis 10 ans qu'il prévoit ça. Donc en anticipant, a priori, ça peut plutôt bien se maîtriser. Allez, on regarde le cash flow. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on l'avait dit, salaire de 185 000 € en entrée. Bon, déjà, il faut s'imaginer 185 000 € par mois. C'est complètement délirant, mais bon. L'idée, c'est pas on va pas passer 1000 ans comme la presse qui va toujours dire qu'ils sont trop payés, etc. S'ils sont payés 185 000 €, mes amis, c'est parce que ça rapporte énormément d'argent, le foot aussi. Donc, c'est pas de l'argent qu'on vient voler aux contribuables. Moi, je trouve ça bien plus scandaleux que des élus gaspillent l'argent public que des sociétés privées payent des gens 185 000 €. Bah écoutez, si la personne rapporte autant, pourquoi pas. Investissement mensuel, alors là, je pense que c'est un record. C'est même sûr, c'est un record. Tout un record là sur ce profil. Investissement mensuel, 80 000 € par mois. Monstrueux. 30 000 € en actions, 50 000 € en assurance vie. Alors, on va voir, il y a plusieurs enveloppes. Remboursement d'emprunt, 55 000 € d'emprunt. Je crois qu'il nous dit après combien il lui reste de capital, mais de toute façon, on le verra dans son profil. Le loyer, évidemment, ça il nous l'avait dit, c'est un gros poste de dépense. La fameuse assurance pour les jambes. Si vous n'avez pas pris une assurance pour les jambes, allez vous renseigner. Je vous mets un lien. Non, je rigole. Mais renseignez-vous quand même, ça peut être intéressant. 15 000 € par mois. Très bon métier. J'aurais dû faire assureur de jambes. Et ensuite, on n'avait pas tous les détails, donc on a mis des dépenses diverses. Mais il faut savoir que voilà, il y a le taux d'épargne, évidemment, c'est une donnée importante. Mais quand on gagne autant d'argent et qu'on n'est pas un flambeur comme lui, il n'y a pas 50 000 façons de le dépenser. Donc forcément, investir, c'est une excellente décision. Allez, on continue. Stratégie du coup, immobilier locatif, 100% à crédit avec des taux très bas pour générer des revenus passifs. Il me reste 1,3 million d'euros à rembourser d'ici 2026. Alors là, on voit, c'est assez malin parce qu'on est en 2024. Il nous dit ici qu'il lui reste combien 3 ans. Donc en fait, il avait quand même assez bien timé ses remboursements de crédit pour que lorsqu'il arrivait en bout de carrière, il n'ait plus aucun crédit qui touche 100% des loyers. Donc ça, c'est plutôt très bien vu. A priori, il va être il va pouvoir aller au bout de sa carrière et commencer à encaisser ses loyers. Investissement en bourse pour générer du rendement, forcément, c'est très bien. La bourse et l'immobilier, pour moi, c'est vraiment les deux piliers d'une pyramide. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus que ça. Je trouve que c'est vraiment les deux moteurs les plus intéressants. Et il nous dit aussi qu'il achète des belles montres pour son plaisir. Donc on va aller voir tout ça. Question. Est-ce que tu penses que ma stratégie est la bonne? Faut-il diversifier? Eh bien, allons voir ça. Du coup, on se retrouve sur le profil de notre fameux footballeur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de qui ça pourrait être. C'est pas Zidane, je vous le dis, voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le même patrimoine, on voit déjà des très très belles montres. Allez, on va voir les montres directes parce que là, je peux pas résister. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est nouveau sur Finari, on a rajouté toutes les photos des montres. Donc si vous n'avez pas de montre, forcément, ça va pas forcément vous intéresser. Mais
si vous êtes fan de montres, croyez-moi, c'est important d'avoir les petites images. On est attaché, les montres, la plupart sont au coffre. Donc là, c'est vraiment une collection de dingue. Qu'est-ce qu'on a là? On a une Patek Philippe. Donc la Nautilus, pour info, c'est vraiment le modèle mythique. Alors ici, c'est pas la Nautilus de base, acier 5711, c'est un autre modèle, mais qui vaut encore plus cher. On voit qu'il a fait une plus-value absolument dingue. Donc ça, je peux déjà vous dire qu'il l'a acheté en magasin il y a quelques années. Faut savoir que les montres, c'est assez dingue. Il y a des montres comme typiquement celle-ci, ou la 5811 maintenant, ou les Royal Oak, ou certaines Rolex. Vous allez en magasin, vous achetez la montre, vous sortez du magasin, vous avez fait x2, x3, x4, ça dépend un peu des montres. Le problème, c'est que pour arriver à avoir cette montre, généralement, il faut avoir acheté d'autres montres avant, ou alors il faut être une superstar, ou alors il faut être le cousin du propriétaire de Patek Philippe, la famille Stern. Donc c'est hyper difficile, mais en tout cas ici, a priori, vu qu'il est footballeur professionnel, je pense qu'il a accès quand même à des gens très haut placés, donc il a pu sortir des montres de dingue. La Daytona, je pense que vous la connaissez, c'est un peu la montre, la montre culte que Paul Newman a rendue hyper populaire. Il y a une Daytona, sa Daytona s'est vendue pour, je crois que c'était 12 ou 13 millions de dollars à l'époque, c'était la montre la plus chère du monde pendant un moment. Maintenant c'est une Patek Philippe, une Grandmaster Chime. Une Royal Oak, alors ça c'est vraiment le classique, 15400, montre en acier, fond bleu, tapisserie, index long, ça c'est vraiment magnifique. Combien ça vaut ça? Ça vaut 45 000 euros, pareil, 26 000 euros de plus-value. Franchement, les placements sont dingues, hein. Regardez les perfs, ça n'a rien à envier à la bourse. Une Rolex Submariner Hulk, Hulk parce qu'elle est verte. Alors toutes les Rolex ont un peu des surnoms, voilà, on voit la Batman, il y a aussi la Batgirl, il y a la Pepsi, il y a la Sprite, enfin bref, il y a toutes les variantes. La Hulk, combien elle vaut? 17 000 euros, donc il a fait plus de x2, ça c'est une montre assez simple en acier. La GMT Master 2, très sympa, qui existe du coup aussi en Pepsi, avec du rouge. Donc là, pareil, ça vaut 16 000 euros, il a fait plus 50%. Une Submariner avec la date, aussi très sympa. D'ailleurs, il en a plusieurs. Il est très fan des Submariner, mais il en a 4. Non, 5, pardon, avec la Hulk. Mais donc, gros fan de Submariner, qui sont donc des montres de plongée, comme leur nom l'indique. Les Rolex, d'ailleurs, sont des montres plutôt sportives en général. Et donc, on voit aussi... il a fait des plus-values partout. Et au global, sur les montres, il a fait... vous pouvez voir ici la performance. Il a fait 200 000 euros de plus-value latente, évidemment. Mais bon, les montres, c'est quand même un marché qui est assez efficient, j'ai envie de dire, pas efficace. Vous avez pas mal d'échanges. Surtout, là, il est sur des modèles qui sont quand même extrêmement connus, cotés. Donc là, je pense qu'il pourrait liquider sa collection pour à peu près ce prix-là. Mais bon, pour lui, à mon avis, ce n'est pas un investissement, c'est plus du plaisir. Les appartements. Donc, il nous avait dit qu'une grosse partie de sa stratégie, c'était les fameux appartements locatifs qu'il a achetés pour derrière pouvoir vraiment toucher les loyers et vivre de ça. Donc, il n'a pas mis les emprunts parce que il avait trop d'emprunts à mettre, donc il nous a dit que c'était trop long à faire. Je le comprends. Et donc là, vous voyez, bon là, c'est une SCPI le truc. Hein. Il y a je ne sais pas combien d'appartements. Alors il y a des maisons aussi. Je crois que tout n'est pas loué. Je crois qu'il y en a aussi pour ses proches, etc. Mais il y a énormément d'appartements. Au global, on va regarder la performance. Il a fait une plus-value aussi. Alors c'est plutôt un très bon investisseur pour l'instant. Il a réussi à acheter tout à crédit. Et il n'a mis aucun apport. C'est quand même assez dingue. Il n'a mis aucun apport. Tout à crédit. Le crédit se termine en 2026. La date de sa fin de carrière. Il a empilé les appartements. Alors, il ne nous l'a pas mis dans le document, mais on lui a demandé quand même. Il nous a dit qu'il n'achetait plus en ce moment. Mais c'était plus par manque de temps. Donc, mais en tout cas, à un moment, ça allait très très vite. Et vous imaginez, vous gagnez 185 000 euros par mois. Des appartements à 120 000 euros, c'est un peu comme si vous alliez acheter une baguette de pain, quoi. Vous en prenez un en revenant de la maison, vous avez oublié un truc, vous descendez, vous achetez un appartement et un coca, quoi. Donc, c'est un peu ça va très très vite. Après, forcément, c'est des petites unités, donc on n'a pas l'info, mais je pense quand même qu'il a acheté des immeubles et pour les découper ensuite plutôt que d'acheter comme ça, je ne sais pas combien d'appartements dans plein de zones différentes. Ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de biens et donc pas mal de loyers qui tombent. D'ailleurs, on travaille sur une évolution pour vous afficher ici directement les loyers que vous touchez. Ici, on ne montre que les dividendes, mais en fait, on va faire une fonction plus globale, revenu passif, avec les dividendes évidemment, des SCPI par exemple, mais aussi vos loyers que vous touchez en direct. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et on travaillera dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, je faisais la blague sur la SCPI parce qu'il est quand même hyper diversifié. Là, il y a, je dirais, alors j'ai pas compté, mais il y a à peu près 20 ou 25 biens. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de faire de l'immobilier commercial aussi, et donc soit d'acheter des locaux commerciaux, il aurait pu tout à fait le faire, parce que je pense qu'il a pas fait les achats lui-même, il a délégué, ou alors d'acheter de la SCPI pour aller également faire du crédit. D'ailleurs, on peut faire de la SCPI à crédit. Il aurait pu faire d'ailleurs de la SCPI en nue propriété. Vous savez, la nue propriété, on sépare la détention, enfin la propriété
loyer et le produit, enfin les loyers qui sont versés. Si pendant quelques années, on fait une croix sur les loyers, on va acheter la part avec une décote et en fonction de la durée qu'on a définie, ce qu'on appelle la clé de démembrement, on va ensuite reconstituer la part au bout de, par exemple, de 5 ans et à ce moment-là, on commencera à toucher le loyer. Mais pendant 5 ans, on n'aura rien touché et du coup, on aura payé 20, 30, 40% moins. Donc ça aurait pu être intéressant pour lui, surtout qu'il avait un horizon de temps très précis. Il y a énormément de gens qui vont partir à la retraite, qui ont par exemple 55 ans, ils vont partir à la retraite à 65 ans. Ils savent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de revenus. Ils veulent surtout pas gagner plus parce qu'en fait, alors vous vous dites c'est complètement débile, mais pourquoi ils feraient ça? Parce que sinon, leur taux d'imposition va exploser. Donc ils veulent pas de revenus maintenant. Par contre, ils auront besoin de revenus complémentaires plus tard. Donc la nue propriété, ça peut vraiment être intéressant si on a un horizon de temps précis pour en acheter en direct. Ça peut être intéressant via SCPI aussi. Donc voilà, c'est une option. Il a décidé de pas le faire. Ça aurait pu être intéressant. Allez, on passe aux actions et aux fonds. 2,8 millions d'euros. Très belle plus-value aussi. Alors très belle plus-value, vous allez me dire oui, mais bon là je suis obligé quand même d'aller voir ça parce que ça me fusille les yeux. 3,1 millions d'euros d'économie possible sur les frais. Voilà, on me dit souvent, mais est-ce que les frais c'est vraiment si important que ça? Je veux dire là, c'est même pas que c'est important, c'est que c'est catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, si j'en crois les informations que j'ai sous les yeux, et je n'ai aucune raison de ne pas les croire, si je prends donc son assurance vie Generali, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Son assurance vie Banque Populaire, eh bien en moyenne, les fonds qui sont logés dedans prélèvent 2,14% et 1,82%. Ça fait des frais annuels pour les deux là, 25 000 euros à peu près. Le reste, c'est négligeable parce qu'il, typiquement sur Trade Republic, il a des ETF, donc il n'y a pas de problème. Et sur son compte titre, il a du monétaire. C'est pas très cher. Mais là, vous regardez, l'assurance vie Banque Populaire, bon là, c'est que du fonds actif blindé de frais. L'assurance vie Generali, c'est exactement pareil. Donc, bon, c'est toujours pareil. Ces fonds-là, vous le savez, sous-performent à 95%, enfin ça dépend, c'est entre 85 et 95% l'indice qu'ils sont censés battre. Donc en fait, vous payez 10 fois plus pour faire moins bien que le marché. C'est pas terrible. Donc si on prend typiquement le premier, là, Amplegest, on voit qu'il y a un ETF qui fait exactement la même chose, qui prend 0,05%, 5 points de base. Donc au lieu de payer 2,35, il pourrait payer 0,05% avec une garantie de faire la même chose que le marché, moins les frais de 0,05%. C'est pas mal. Là, il paye 2,35% pour statistiquement sous-performer le marché dans 95% des cas. Donc, si il fait les ajustements qu'on lui suggère ici, à savoir remplacer les fonds actifs par des ETF, en fait, il pourrait économiser sur 30 ans 3,1 millions d'euros et donc aller chercher encore du patrimoine qui pourra lui permettre de vivre encore plus confortablement, d'investir dans son académie de foot. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un premier ajustement à faire, c'est sur les frais. Il faut absolument sortir de tous ces fonds. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a énormément de fonds. Donc déjà, il y a de la SCI, donc ça, c'est de l'immobilier. Pour quelqu'un qui est déjà hyper exposé à l'immobilier, je ne vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il y a des fonds de trésorerie qui sont des fonds hyper conservateurs. Donc pareil, je ne vois pas trop l'intérêt, alors qu'il nous dit qu'il est en bourse pour aller chercher du rendement. Donc plutôt surprenant. Qu'est-ce qu'il y a dans le compte titre? Là, c'est pareil, il y a du cash, il y a beaucoup de titres vifs. Bon, après, si c'est lui qui les a choisis, pourquoi pas. Il y a dans l'assurance vie, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a tous les fonds actifs et là, c'est une cata. Et surtout que si on regarde en fait au global, on pourrait se dire qu'il est bien diversifié, mais même pas tant que ça parce qu'il est très exposé à la France, 33%. Et en plus, il n'a pas de PEA. Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui a 10 millions d'euros de patrimoine, enfin 8 millions ou 9 millions d'euros de patrimoine, il s'en fiche du PEA, mais quand même, il pourrait aller ouvrir son PEA, mettre 150 000 euros dedans et à minima, il paierait pas d'impôt sur la plus-value, il paierait que les cotisations sociales. C'est toujours ça de prix. Il a 32 000 euros de dividendes. Bon, ça, je pense que dans son cas, c'est beaucoup, mais c'est négligeable en fait par rapport à ce qu'il gagne en loyer. Il gagne 10 000 euros par mois de loyer, donc 32 000 euros de dividendes, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va mettre du beurre dans les épinards. Il pourrait avoir une stratégie vraiment dédiée dividendes, et il pourrait l'avoir d'ailleurs avec des ETF. Il pourrait prendre des ETF qui distribuent du dividende, des ETF distribuants, et décider de vivre de ça. Ou alors il pourrait prendre des ETF capitalisants s'il veut plus accélérer la création de richesse. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez avoir des revenus passifs, vous prenez des distribuants. Si vous voulez plutôt profiter des intérêts composés, vous prenez des capitalisants. Et on finit par les
compte bancaire, bon, il y a 150 000 euros de cash. Alors, je pense que à peu près pour n'importe quel profil, d'ailleurs, je commence à entendre l'alerte inflation dans mon oreille, Christine Lagarde se sert dans ton compte en banque. Mais bon, dans ton cas, franchement, tu gagnes 185 000 euros par mois. Je peux pas t'en vouloir d'avoir 150 000 euros sur ton compte courant qui traîne. C'est comme si nous, quand on rentre chez nous, vous savez, on a le petit truc là à l'entrée où on met les petites pièces, le vide-poche. Voilà, là, c'est son vide-poche. Bon, ça me choque pas non plus, quoi. Forcément, il doit avoir un train de vie quand même assez imposant. D'ailleurs, c'est pas le premier sportif professionnel dont j'analyse le patrimoine. J'ai aussi fait un rugbyman qui joue dans le top 14. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. Vous allez voir qu'on n'est pas non plus sur la même magnitude. Les rugbyman ne gagnent pas encore autant que les footballeurs. Mais il y a quand même des schémas. Il y a l'histoire de la carrière très courte, la peur de la blessure, l'après-rugby, enfin l'après-carrière. Donc les thématiques sont à peu près les mêmes. C'est juste que les chiffres sont un peu moins imposants. Du coup, pour revenir à ta question, est-ce que tu penses que ma stratégie est la bonne? Faut-il diversifier? Je pense que ta stratégie, elle est vraiment excellente. T'as prévu le coup, t'as vu juste, t'as tiré au but et t'as mis une lucarne. Franchement, pas grand-chose à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui aimeraient avoir eu cette clairvoyance que t'as clairement eu. Donc bravo pour ça. Si tu fais les ajustements sur les frais, bon là, c'est jackpot. En fait, tu vas gagner des millions d'euros en plus. Donc c'est hyper simple. Sur l'immobilier, t'as l'air d'avoir un très beau parc. Donc franchement, en plus, t'as acheté un bon moment avec des taux hyper bas. Donc génial. Et du coup, on a fait quand même quelques simulations pour voir où ça pourrait te mener en prenant ton patrimoine financier actuel. Tu vois que aujourd'hui, voilà, à date, avec ce qu'on voit, tu pourrais générer avec ton patrimoine 28 000 euros de revenus passifs par mois. Alors ça paraît énorme, mais c'est vrai que tu vas passer de 185 000 à 28 000, c'est un peu brutal. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va vendre tout son patrimoine immobilier et on va tout mettre en bourse parce qu'on est des tarés. Non, mais c'est parce qu'on voulait voir vraiment le cas extrême. Et donc, en vendant absolument tout, en passant tout en bourse, eh bien, ça te ferait 60 000 euros, un peu moins, de revenus passifs par mois. Après, je vois pas de scénario en fait dans lequel tu ne gagneras plus rien une fois que tu arrêtes ta carrière parce que tu vas avoir un job à côté. Je ne vois pas non plus de scénario dans lequel tu vas tout vendre. Donc, je pense que tu seras quelque part entre les deux. Et puis surtout, tu as quand même quelque chose à faire. Une fois que ton assurance vie sera bien assainie, tu pourras faire un crédit lombard et ça, c'est vraiment un peu l'arme ultime. Tu mets ton assurance vie en garantie en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc toi, vu que tu es quand même très action, mais tu es quand même un peu obligataire aussi, tu pourras emprunter entre 30 et 80% de ce qu'on appelle la LTV, la loan to value. Et donc, concrètement, c'est un crédit in fine, donc c'est un crédit que tu rembourses au bout de quelques années, 5 ans, 10 ans, ça dépend. Le taux, ça dépend principalement du taux du marché, donc de l'Euribor à 3 mois, des trucs comme ça, et avec la marge de l'assureur, ou de la banque plutôt. Ça te permet concrètement de faire travailler 100% de ton capital et d'avoir un emprunt en parallèle, et donc c'est ce que font effectivement beaucoup de grosses fortunes qui vont placer 100% de ce qu'elles ont et vivre du crédit. Et l'arbitrage, c'est de dire, le crédit me coûte moins cher que ce que perf mon assurance vie ou perf mes placements. Vous pouvez le faire avec un compte titre aussi d'ailleurs, vous pouvez même le faire avec un PEA. Donc c'est assez simple, les marchés font 8% par an en moyenne, marché action, sur le long terme. Les taux en ce moment sont assez élevés, mais à un moment, vous pouviez emprunter à 2-3%. Vous empruntez à 2, vous placez à 8, ça s'appelle un arbitrage. Donc c'est un arbitrage qui est assez favorable. Et ça pourrait te permettre à toi de financer ton train de vie via ton assurance vie sans décaisser et donc de laisser grossir ton capital et donc ensuite de relancer la machine parce que le lombard, en fait, tu le renouvelles, tu en prends un nouveau. Donc c'est vraiment un avantage. On parle souvent des stratégies des riches. Ça, c'est vraiment une des stratégies les moins connues et les plus communes chez les gros patrimoines. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour vous présenter les stratégies des gros patrimoines. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont spécifiques qu'on ne pourra pas répliquer, mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous pourrez faire chez vous à la maison si vous voulez vous inspirer des grosses fortunes, et elles investissent très différemment du commun des mortels. Voilà, j'espère que cette analyse de patrimoine un peu spéciale vous a inspiré. J'espère que toi ça t'a aidé et que ça t'a conforté dans tes choix. T'as fait des très bons choix, franchement bravo. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous m'envoyez votre profil, le lien est juste dans la description. Si vous voulez gagner 185 000 euros par mois, eh bien vous devenez footballeur professionnel, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle analyse de patrimoine. D'ici là, je vous souhaite un bon match et je vous dis à très vite. Ciao.